Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des nouveautés de Capture One 23 qui est sorti le 8 novembre 2022. Donc Capture One, c'est deux modèles pour la licence, un modèle d'abonnement et un modèle de licence à l'utilisation, qui n'est pas basé donc sur l'abonnement, vous l'avez et puis vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Pour la tarification, allez voir le site, encore une fois je ne suis pas lié officiellement à Capture One, je dispose même pas de la version bêta, donc j'ai dû attendre la sortie comme tout le monde pour faire cette vidéo, donc voilà, vous savez que j'accorde de l'importance à ma neutralité, raison de plus pour vous diriger vers le site. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait c'est une mise à jour qui n'est pas spécialement majeure. Les nouveautés, les deux grosses nouveautés en gros dont je vais vous parler, sont essentiellement des choses qui vont faire plaisir aux photographes de portrait et de mariage, et peut-être ceux qui font de la mode, mais encore une fois du portrait. Et j'attire l'attention sur le mot portrait parce qu'en gros un des outils qui permet en fait de faire des réglages automatiques repose sur la présence d'un visage dans la photo. Donc vraiment, si vous comptez utiliser ça pour du paysage, a priori ça va pas marcher. Donc du coup la question peut se poser pour ceux qui ont la licence de faire la mise à jour ou pas. Alors ceux qui ont l'abonnement évidemment, vous n'êtes pas concernés parce que de toute façon vous avez accès à l'abonnement et donc avec la nouvelle version, puisque vous payez, donc vous avez automatiquement la nouvelle version si vous souhaitez l'installer, hein, c'est pas une obligation, mais en tout cas a priori vous n'aurez pas de raison de vous priver. Par contre pour ceux qui pensent sauter cette année et qui avaient peut-être aussi sauté la version 2022, parce que franchement la version 2022, enfin la version Capture One 22, il y avait des nouveautés surtout du côté paysage justement avec de l'HDR et le panorama, peut-être que ça vous concernait pas non plus. Donc à vous de voir quand est-ce que vous allez faire la mise à jour. Donc ceci étant dit, on va voir les mises à jour principales. Donc déjà vous remarquerez dans l'interface un bouton trier qui vous a peut-être pas échappé et qui est important parce que quand on va importer des images, on retrouve en fait une nouvelle fonction qui s'appelle aperçu du groupe. Alors j'ai ici un répertoire, hop on va grossir la fenêtre. Voilà, j'ai un répertoire qui contient plein de fichiers sources que j'utilise pour mes tutos, vous avez probablement déjà vu ces images passer. Si vous regardez cette vidéo en tant que mise à jour de ma formation complète à Capture One, qui est sur tuto.com, vous avez une bonne partie de ces images qui vous sont données. Si vous regardez sur YouTube, évidemment, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur YouTube ou mes vidéos sur tuto.com, peut-être que ces photos sont pas familières, mais en tout cas c'est des photos que j'utilise souvent. Et donc la nouvelle fonction elle permet quoi? Elle permet en fait d'activer des images qui se ressemblent. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la similarité, avec la proximité des heures de capture, ça veut dire que ça va pas être basé forcément sur l'heure de capture, ça va être basé sur est-ce que ça se ressemble. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui, j'ai pas eu l'information directement de Capture One, mais à mon avis basé sur du deep learning, c'est-à-dire en gros il y a un algo qui sait reconnaître des choses dans les images et qui ensuite est capable de dire si ça se ressemble ou pas. Donc si on active les groupes, on va devoir ajuster une glissière de similarité de 0 à 100%, alors qui est basée sur des critères qu'on connaît pas. Hein. Je sais pas pourquoi 75, quelle est la différence entre 75 et 90, bon, je sais pas exactement ce que ça fait dans les coulisses, mais par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va le mettre en mode visionné ici, vous voyez qu'il y a un tout petit bug d'affichage avec le mot français qui a été coupé, mais du coup, quand j'utilise les touches fléchées, en fait, je vais pouvoir, normalement, s'il me fait pas mentir, hop, normalement avec les touches fléchées on doit pouvoir passer d'une image à l'autre, voilà. Et donc du coup avec droite et gauche on passe au groupe suivant. Donc là pour l'instant j'ai que des images qui sont uniques. Mais alors je vais utiliser la roulette plutôt pour aller directement là où c'est intéressant. Mais par exemple quand on va se rendre sur un élément où les photos se ressemblent, par exemple cette série de portraits, vous voyez qu'il a trouvé ces images comme étant similaires. Vous voyez comme il a trouvé ces images comme étant similaires, alors même que en termes de temps de capture, alors évidemment ça a été pris plus ou moins au même moment de la journée, mais il a trouvé que ça se ressemblait, donc ça veut dire que par exemple dans des photos où il y a des groupes, où il y a des gens qui bougent et ensuite vous allez à une autre scène juste après mais vous prenez quelque chose de complètement différent, il va pouvoir vous le regrouper en fait. Ça peut être donc pratique, encore une fois là aussi pour le mariage justement. Donc là, quand il y a que des photos qui se ressemblent pas, il vous fait des groupes différents, et dès qu'il va trouver des trucs qui ressemblent, par exemple ici, hop, il vous dit, par exemple, t'as celle-là et t'as celle-là. Et donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour s'y retrouver. Là, par exemple, c'est assez intéressant. Ce qui se passe là, c'est qu'il vous montre ici des éléments où il a reconnu une courte profondeur de champ. Et là, par exemple,
si je remonte là juste au-dessus, il a reconnu la courte profondeur de champ, mais avec une multitude de fleurs. Donc ça veut dire qu'il a bien compris que celle-là et celle-là, c'était pas du tout le même esprit, bien que ça ressemble quand même, enfin c'est la même heure de capture. Donc vous voyez que c'est pas juste l'heure de capture, sinon il m'aurait mis tout ça dans un seul groupe. Donc c'est pratique, si jamais vous n'avez pas les résultats qui vous conviennent, vous pouvez ajuster la similarité. On peut le forcer à avoir une similarité plus forte, au contraire un petit peu plus tolérante. Et ça permet de faire un tri plus rapide. Alors là je suis dans la fenêtre d'importation, mais je peux aussi le faire directement dans mon catalogue en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la grille. Donc sur la grille, on a aussi les groupes, et dès qu'on décoche activer les groupes, on revient sur la fenêtre d'importation normale. Donc par exemple, ici on va tout sélectionner et on va tout importer. Donc on va amener tout ça dans un catalogue avec toutes nos images, et je vais pouvoir passer à la prochaine nouveauté, enfin l'autre nouveauté principale. On va aller chercher un portrait, hop, un des portraits de Morgane ici, et sur ce portrait, on va pouvoir faire des ajustements. Donc je vais aller, alors je vais cacher là, il est en train de générer les aperçus. On va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va chercher ajuster, et on va faire, par exemple, ici, un ajustement où on va diminuer un peu les hautes lumières, parce qu'il y a un peu de point chaud sur la peau, et je vais aller dans la saturation. Voilà, c'est un peu orangé quand même, et je vais aller dans balance de couleur, et, alors pas dans balance de couleur, dans balance des blancs, pas pourquoi j'ai pensé à balance de couleur, on va juste diminuer un tout petit peu. Voilà. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais dire à cet ajustement de devenir un ajustement intelligent. Ça veut dire quoi un ajustement intelligent? Ça veut dire que on va pouvoir définir cette image comme référence, et vous voyez qu'il a bien vu que j'avais utilisé balance des blancs à exposition. Donc on va mettre cette image comme référence, et on va lui dire tu prends balance des blancs et exposition. Donc ici, celle-là, elle est bien comme référence. Donc on va aller chercher maintenant les autres images, on les sélectionne, et on va prendre balance des blancs, exposition, et on va dire appliquer. Et en fait, ça applique une retouche donc sur ces trois images. Alors vous voulez me dire, t'es sympa, mais en fait c'est juste un paramètre prédéfini. Alors en fait non, parce qu'en fait il va analyser la lumière sur le visage de chacune de ces photos, et il va faire des ajustements différents en fonction. Donc par exemple, avec ce qu'on a ici, et ce qu'on a ici, vous voyez qu'il a fait un ajustement de balance des blancs et d'exposition qui est différent en fonction des images pour que ça se ressemble, d'où le nom de ajustement intelligent. Par contre, il y a un truc qui vous a pas échappé, c'est que j'ai fait un réglage de HDR et lui n'a pas été pris en compte. Donc ça veut dire que malheureusement pour l'instant, et je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, dans la référence, on peut pas, en tout cas c'est comme ça que ça s'est comporté chez moi, on peut pas lui dire de prendre quelque chose qui est dans HDR. C'est un peu dommage, mais par contre ça vous permet en fait de faire un ajustement global d'exposition et dire sur toutes les autres images, tu fais en fonction de cet ajustement global pour que ça se ressemble. Donc si tu dois éclaircir un peu plus, t'éclaircis un peu plus, si c'est un peu moins, c'est un peu moins, mais tu fais ce qu'il faut pour que ça se ressemble pour que ça ressemble à la référence. Alors qu'évidemment, si je faisais un paramètre prédéfini, ça incrusterait le même réglage en dur, c'est-à-dire ça mettrait par exemple 4929 de température sur toutes les images, quand bien même il y en aurait une qui serait suffisamment froide pour ne pas avoir à aller à 4929, peut-être qu'elle y serait déjà en fait. Donc il va quand même tenir compte de tout ça, il va tenir compte de l'existant et il va s'adapter, d'où le nom d'ajustement intelligent. Donc ça par exemple pour des photos que vous faites en volume sur le mariage, où en gros vous avez besoin d'uniformiser votre scène avant d'appliquer par exemple un paramètre prédéfini, sachant qu'on peut enregistrer le style en tant qu'ajustement intelligent, c'est-à-dire que vous pouvez créer un style et mettre un ajustement intelligent dedans, ce qui fait que non seulement vous allez par exemple, vous allez utiliser, on va dire, admettons balance de couleur, et on va mettre un peu de bleu dans les noirs, hop voilà on fait un petit look comme ça, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu de vignettage, hop, voilà. Si j'enregistre le style, vous voyez que j'ai bien tous les réglages que j'ai utilisés, balance des blancs, de couleur, l'effet de vignettage, mais il y a aussi l'ajustement intelligent. Et donc je vais pouvoir les appliquer à une autre série d'images, à une série d'images, alors si possible de la même scène, puisque j'ai quand même fait des réglages comme ça qui ressemblent à cette scène en studio, mais il va quand même s'adapter pour faire correspondre la balance des blancs, l'exposition, à cette référence qui a été prise ici.
Donc pour ceux qui ont des scènes, on va dire, qui se ressemblent, mais avec des configurations différentes de lumière, ça permet d'uniformiser quasiment tout d'un coup, et d'appliquer un style par-dessus. Alors c'est quand même vraiment plutôt adapté donc au portrait, au mariage. Encore une fois, l'ajustement intelligent fonctionne s'il y a un visage dans la scène. S'il ne détecte pas de visage, vous voulez faire ça par exemple pour un paysage, ça ne marche pas, en tout cas pas encore, puisqu'il est très probable que lors d'une prochaine mise à jour de Capture One, le modèle d'analyse d'image, qui est clairement du deep learning, donc c'est de l'intelligence artificielle, je trouve que Capture One a eu la bonne idée de ne pas trop communiquer sur le fait que c'était de l'IA dans tous les sens. On n'est pas chez Luminar ici, bon, en gros on n'est pas là pour faire des paillettes, on est là pour faire des trucs pro. Donc ils n'ont pas vraiment appelé ça, ils n'ont pas mis un côté grosse couche marketing sur l'IA, mais c'est un modèle qui est derrière, qui analyse l'image, et ce modèle reconnaît le visage pour ensuite évaluer la lumière et compenser, et donc faire des ajustements intelligents dessus. Donc si vous utilisez ça sur des paysages, pour l'instant, ça va pas marcher, ça va faire des trucs un peu bizarres. Je vais être honnête, j'ai même pas essayé, je les ai crus sur parole, mais s'ils disent que ça va pas marcher, c'est que ça, a priori ça va pas marcher. Pour revenir au petit bouton trier dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a vu qu'on pouvait faire des groupes au moment de l'importation, mais sachez que vous pouvez faire un trier directement dans cette fenêtre, c'est-à-dire si je suis sur ma grille, je vais pouvoir revenir ici et activer les groupes avec la similarité et faire des trucs dessus. Alors faire des trucs dessus, ça veut dire par exemple pouvoir regarder les images, pouvoir leur attribuer des notes et leur attribuer un libellé par exemple. Donc une fois que les images sont importées, on peut aussi activer cette nouveauté. Donc on a vu ajustement intelligent et les groupes, on va voir qu'on peut aussi maintenant mettre des calques dans des paramètres prédéfinis. Donc si par exemple j'ai un portrait et que je fais par exemple, on va dire un nouveau calque, et sur ce calque on va faire un masque qui est fait pour faire par exemple une retouche sur les cheveux. J'appuie sur M, hop, histoire de voir quand même un peu ce que je fais. Alors, pardonnez-moi, mais je vais pas faire une retouche ultra précise, c'est juste pour dire, ça c'est la retouche de cheveux. Ok, cette retouche de cheveux, qu'est-ce qu'elle contient comme réglage? Eh bien, elle va contenir, hop, de la clarté, de la structure, plutôt de la structure, donc on va envoyer un peu de clarté, mais surtout de la structure, donc en gros on retrouve du détail sur les cheveux, et j'ai envie de les saturer, c'est mon truc pour leur donner un petit peu de peps, voilà, ça c'est ma retouche cheveux. Je vais faire un nouveau calque vierge, et je vais faire make-up, donc là aussi on va le prendre au pinceau, donc notre pinceau est sélectionné, ça tombe bien, on va prendre un truc un peu moins gros quand même, donc en gros on prend les yeux, les sourcils, j'appuie sur M histoire de voir ce que je fais, et on va prendre la bouche, ça mériterait d'être un poil plus précis, mais bon, vu que on va faire là-dessus, là aussi, de la structure, et un peu de saturation, et on va envoyer aussi, accessoirement, du contraste, mais par contre, on va diminuer les hautes lumières pour pas non plus que ça brûle. Donc vous voyez que, hop, petit coup de make-up, regardez comme ça fait ressortir les yeux et la bouche. Donc si j'ai envie de garder ça maintenant dans un style, je vais dans style, et je vais aller dans les trois petits points et mettre enregistrer style personnalisé. Vous voyez que ça contient les calques maintenant, ça n'existait pas avant, et on va cliquer sur enregistrer. Donc dans mes styles personnalisés, alors vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il va garder les masques, donc évidemment non. Ici j'ai fait des masques qui sont en pinceau, ils sont manuels, donc forcément il ne peut pas les retrouver sur l'image suivante, enfin sur les images sur lesquelles on va appliquer le style. Donc j'ai enregistré mon style, donc c'est JP Makeup 1, on va aller sur le portrait de Solveig, on va aller chercher JP Makeup 1, et quand je vais dans ajuster, j'ai retrouvé make-up et cheveux. Alors à noter que j'avais mes deux calques à 100%, mais si j'avais enregistré mon style alors que mes calques n'ont pas une opacité de 100%, eh bien il aurait gardé l'opacité. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut faire des dosages qui se retrouvent aussi pris dans le calque. Alors évidemment maintenant si j'appuie sur M, j'ai pas de masque là-dessus, donc si j'avais un masque rempli, il l'aurait gardé, mais puisque c'était un masque manuel, il ne l'a pas gardé. Donc il suffit maintenant sur cette photo, tout simplement d'aller lui peindre les cheveux, et vous voyez que ça les sature, les rend plus présents, d'aller sur le calque de make-up, et qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, on va diminuer la brosse, et on va lui peindre les sourcils, les yeux, et la bouche,
et vous voyez que en quelques clics, j'ai retrouvé avec mon réglage tout prêt, directement sur les calques déjà bien disposés. Donc ça permet d'injecter, hop, une petite grappe de calques sur lesquelles les réglages sont déjà faits. Si en plus l'opacité était bien réglée, bah, elle se retrouve aussi sauvegardée. Donc ça va pas corriger vos problèmes d'insomnie, ça va pas changer la face du monde, mais c'est un ajout quand même bienvenu. Ça couplé avec l'ajustement intelligent, pour tous ceux qui font des séries de portraits en volume comme ça, avec beaucoup de portraits à retoucher, bah vous allez pouvoir uniformiser la lumière rapidement et préparer votre retouche rapidement en injectant une grappe boom de réglage sur lesquels il n'y a plus qu'à peindre en fait. Donc c'est vraiment plutôt bienvenu. Donc si on revient dans la bibliothèque, je vais vous montrer la dernière nouveauté que je trouve intéressante. Il y a eu plein de petits ajouts, je vous invite à voir la page qui recense toutes les nouveautés. Il y a plein des petits trucs qui ont été rajoutés, mais là je vous fais vraiment une vidéo sur les gros ajouts, sachant que tout ça c'est pas, comme vous le voyez, des trucs à dormir debout, mais c'est quand même des ajouts qui vont quand même, je pense, intéresser encore une fois les portraitistes et le mariage, les autres pas tellement. En fait, quand vous utilisez un album, donc quand on est ici, collection utilisateur, on peut faire un album, et on va appeler ça, je vais appeler ça portrait, ok. Donc je crée un album qui s'appelle portrait. Donc si par exemple, je prends ce portrait de Solveig, et un de Morgane, tac, hop, j'ai ces deux portraits, et que je fais des variantes, et bien en fait maintenant quand je prends par exemple cette nouvelle variante, ce qu'on va lui faire, c'est que on va par exemple la recadrer un petit peu, et alors j'ai un ratio qui est venu, c'est pas très grave, on va juste faire un portrait vraiment très serré. Ok, et je vais valider ce portrait très serré, ce close-up. Et quand je reviens hop, dans ma bibliothèque, donc j'ai mes trois portraits, j'ai ma variante. Ok, on voit les deux. En fait, avant, quand on avait des variantes dans un album, si je crée par exemple un nouvel album et que je vais mettre hop, un album et je vais dire portrait à exporter, donc ceux qui sont finis, exportés et donc qui sont prêts à envoyer au client, en fait si je prends cette variante et que je la mets dans l'album, vous voyez qu'elle vient toute seule. Alors ça peut vous paraître ça peut vous paraître normal. En fait jusque là c'était pas normal, jusque là en fait il y a toutes les variantes qui venaient d'un coup. C'est-à-dire qu'elles pouvaient pas être dissociées si vous préférez, il y avait la photo et ses variantes. Maintenant je peux très bien prendre une variante qui est, prendre une image qui est dans mon catalogue. On va prendre par exemple ici toutes les images, donc on va prendre cette image, j'allais dire ce truc là c'est quand même un peu plus qu'un truc, c'est une photo, on va lui dire de faire une nouvelle variante, cette nouvelle variante on la met dans portrait, et elle vient toute seule, elle vient pas avec les deux, avec l'autre, qu'on pourrait elle-même mettre dans portrait à exporter si on veut. Donc c'est quand même bien parce que on peut maintenant du coup se baser sur un jeton. Vous savez que Capture One a vraiment une fonction d'export qui est quand même nettement supérieure à peu près tout ce que fait la concurrence, qui est que quand je fais un export, je vais pouvoir nommer l'image en fonction d'un jeton qui serait le nom de l'album. Donc admettons que j'ai un album portrait et que j'ai un album portrait au format, à un format par exemple 10-15, ou un format, je sais pas, 16/9, ou peu importe, avec un ratio spécial par exemple, eh bien je pourrais automatiquement le nommer puisque ces images sont issues de l'album. Donc je pourrais créer des variantes qui sont cadrées spécifiquement et qui vont se nommer automatiquement à l'export parce qu'elles sont présentes dans cet album. Grâce donc à un jeton, puisqu'on peut avoir ici, il me semble, il faut que je le retrouve exactement, mais là-dedans il y a un truc qui permet d'avoir le nom, normalement de l'album. Donc c'est pas encore une fois quelque chose qui va vous faire mieux dormir la nuit, mais pour ceux qui font beaucoup d'images à l'export, donc en gros les photographes de produits notamment qui exportent souvent plusieurs versions, dans plusieurs tailles, de plusieurs cadrages, et bien vous allez pouvoir faire des variantes, donc ça vous le faisiez déjà, mais du coup vous allez pouvoir les ranger dans des albums sans faire venir automatiquement toutes les images dont les variantes sont issues, et ça va vous permettre de renommer, d'exporter les choses automatiquement. Donc encore une fois, si vous mettez ça bout à bout, avec les ajustements intelligents, et avec le fait que vous pouvez trier dès le début, de manière un peu plus précise, avec le fait que vous pouvez faire des styles qui comportent des calques et qui comportent aussi en leur sein un ajustement intelligent, vous avez un flux de travail sur l'image en nombre, c'est-à-dire faire du batch, qui est vraiment amélioré. Donc encore une fois, ça, je pense, ça
concerne surtout ceux qui font donc de l'image en grand nombre, donc j'ai envie de dire photo de produit, mais en particulier pour la fonction d'ajustement intelligent pour ceux qui travaillent avec des visages, donc plutôt, peut-être pas photo de produit, mais photo de mode avec du portrait, et peut-être pour des collections de prêt-à-porter, ou des collections de coiffure, ou en tout cas voilà, tout ce qui fait que vous avez des portraits en grand nombre, avec des conditions de lumière qui peuvent être un tout petit peu différentes, et que vous voulez les uniformiser. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mise à jour? Il y a juste un petit truc, je vais pas vous le montrer, mais en gros, dans partager en ligne maintenant, vous partagez en fait votre session avec vos clients, vous pouvez les inviter par mail et définir leur rôle, exactement comme on le fait d'ailleurs dans la concurrence, chez Adobe notamment. Et vous pouvez ensuite, vous devez ensuite définir quand vous allez stopper en fait ce partage, donc par défaut c'est 1 mois. Et jusque-là, c'était un truc qui s'arrêtait automatiquement, maintenant c'est 1 mois jusqu'à ce que le photographe qui a partagé décide d'arrêter le partage. C'est un petit truc qui a été ajouté dans le partage en ligne. Bon, je pense pas que ça mérite de faire une vidéo dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mise à jour n'est pas vraiment une mise à jour majeure, que, encore une fois, ça ne révolutionne rien, mais c'est un ajout qui est bienvenu pour une certaine catégorie d'utilisateurs, et je pense que Capture One, alors Phase One, hein, c'est la société mère, a été malin. Ils ont été malins parce qu'ils se sont vraiment concentrés, ils n'ont pas cédé aux sirènes du marketing ambiant sur l'intelligence artificielle, ils en parlent même pas en fait vraiment, du fait qu'il y a un peu de deep learning dans leur algorithme derrière là. Et surtout ils se sont concentrés sur leur audience, leur clientèle. Qu'est-ce que fait la clientèle qui utilise Capture One? Elle fait beaucoup de capture à distance pour de la photo de produit, pour de la photo de mode. Et donc ce sont, comme vous l'avez vu, des fonctionnalités qui permettent de un peu mieux lisser tout ça et qui permettent de gagner du temps. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines mises à jour de Capture One? Et est-ce qu'on peut être un peu critique? Oui, on peut être un tout petit peu critique. Lightroom, par exemple, a fait d'énormes progrès sur le masquage depuis la fin 2021, donc depuis Lightroom 22 et Lightroom 23. Et ben, il faut avouer que maintenant, le système de masque et de retouche locale dans Capture One, qui bénéficie des calques mais ne bénéficie pas de masques automatiques, ben, ça fait un peu pas de comparaison si on compare par rapport à Lightroom. Par exemple, avoir ici un truc qui en un clic me sélectionne le modèle détouré du fond. Alors ok, il y a le pinceau intelligent, ils ont rajouté ça l'an dernier, mais franchement ça tient pas la comparaison, ça tient pas du tout la comparaison. Alors même qu'eux étaient un peu en avance grâce à leur système de calque. Donc maintenant je pense que, ok, c'était bien de se concentrer sur son audience pour la photo de mode et en grand nombre, c'est-à-dire vraiment faire des retouches en grand nombre et de pouvoir les automatiser. Autant quand même, pour pouvoir faire de belles retouches, il faut arriver à sélectionner des trucs et avoir un petit truc, ou même un gros truc qui fonctionne comme Lightroom avec une détection de sujet, une détection de ciel qui permet d'obtenir automatiquement le premier plan et tout. Ce serait vraiment pas mal parce que là par exemple si je veux détourer ça en ayant bien les petits cheveux et tout, là en 3 secondes Lightroom va le trouver avec tous les cheveux séparés du fond, ça va être nickel. Autant là, si j'utilise le pinceau magique dans Capture One, ça va faire le job hein, évidemment, puisque ça le faisait déjà depuis de nombreuses années, mais il faut juste que je passe un peu de temps à le faire à la main, quoi. Donc je pense qu'une des grosses pistes pour Capture One, et à mon avis ils vont pas y couper parce qu'ils souffrent quand même beaucoup de la comparaison, c'est de bien mettre à jour leur système de masquage et de retouche locale. Néanmoins, pour ceux qui travaillent avec Capture One au quotidien, qui sont dans la photo de produit ou de mode, ou éventuellement de mariage, mais surtout ces trucs-là, ça reste des ajouts bienvenus, mais pas forcément indispensables. Donc si vous avez une licence perpétuelle, peut-être que vous pouvez économiser cette année. Si vous avez l'abonnement, de toute façon c'est pris dans l'abonnement, donc installez-la. Il y a juste un dernier truc, puisque je parle un tout petit peu de Lightroom et des pistes d'amélioration. Il y a une des nouveautés dont j'ai oublié de vous parler, mais je vais finir là-dessus, qui est que vous pouvez maintenant, dans l'image, aller modifier le temps de capture. C'est un truc qui existe quasiment depuis le début dans Lightroom, mais qui n'existait pas dans Capture One. Donc quand vous shootez avec 2 boîtiers en mariage, ça m'est arrivé de le faire, j'ai fait très peu de mariage, parce que ça me plaît pas, je vais être honnête, c'est pas du tout un truc en photo qui me plaît, mais bon, j'ai dû le faire à un moment, donc on avait shooté c'est un très gros mariage, avec 3 boîtiers, et si jamais il y en a un qui est pas à l'heure, qui a pas mis son horaire d'été ou un truc comme ça, ou qui est un tout petit peu décalé, en fait vous allez vous retrouver à avoir pris des trucs au même moment, mais qui une fois importés, vu que l'heure de capture du fichier va être différente, vont se retrouver mélangés. Parce qu'en fait il va voir que c'est 1 heure plus tard, donc il vous les met avec les trucs d'1 heure plus tard. Mais sauf que 1 heure plus tard, on n'en était pas au repas, on en était au bal par exemple.
Donc c'est quand même, ça fait perdre du temps. Donc vous pouvez enfin faire une modification du temps de capture. Alors c'est pas une modification absolue, c'est une modification relative. C'est-à-dire que le nouveau temps, si je prends plusieurs photos et que je rajoute 1 heure, ça va pas mettre ici 15h23 pour toutes les photos, ça va rajouter 1 heure à la photo d'origine. Donc là, celle-là, elle est prise à 14h23 et 32 secondes, ça deviendra 15h23 et 32 secondes. Mais s'il y en a une qui est prise à 9h, elle deviendra 10h. Donc faites attention, c'est pas de l'absolu, c'est du relatif. Là aussi, quitte à ajouter cette fonction qui faisait défaut par rapport à Lightroom, ils auraient pu tant qu'à y être tout copier, à savoir que dans Lightroom, on peut se baser sur, on peut lui dire d'injecter à la place l'heure de modification, et on peut aussi faire de l'absolu comme du relatif. On n'est pas obligé de faire du relatif. Ici, ce n'est forcément que du relatif. Donc si j'ai envie de dire à un groupe d'images, vous êtes toutes prises à telle date, telle heure, telle seconde, ben je peux pas en fait. Je ne peux faire que du relatif. Donc voilà, c'est un dernier petit ajout, je vais finir là-dessus. Là, c'est vraiment typiquement pour ceux qui font du mariage, hein, je vois pas d'autres utilisateurs, donc ceux qui ont plusieurs boîtiers et qui ont besoin de les synchroniser, on peut au moins maintenant faire un offset, comme on dit en anglais, pour venir ajuster relativement l'heure entre un boîtier et un autre. Voilà, prochaine piste d'amélioration, donc monsieur Capture One, s'il vous plaît, permettez-nous de faire de l'absolu sur toute une grappe de photos, mais bon, j'imagine que ça finira par venir. Alors voilà pour cette vidéo sur les nouveautés, je vous invite, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, regardez dans la description le lien vers ma formation complète sur Capture One. Et si vous regardez cette vidéo dans votre formation complète sur tuto.com, merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le salon d'entraide et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à très bientôt.